Donc merci à François Tadei qui part. Je crois que ça a bien fait la transition. On va quand même maintenant rezoomer. Donc on a parlé de manière plus générale lien recherche enseignement supérieur, mais aussi enseignement général et puis tout le reste de la société. Et donc on va rezoomer sur les questions liées à l'enseignement supérieur et on a une table ronde qui représente l'ensemble du dispositif quelque part de notre enseignement supérieur et de la formation continue dans le monde de la recherche autour de cette table. Donc rapidement, je vais donner la parole à chacune pour et chacun, pardon, effectivement, excusez-moi, comme on a une diversité de genres renversée par rapport à ce qu'on voit d'habitude, donc excuse-moi Sébastien. Donc, eh bien tiens, je vais donner la parole à Sébastien pour se présenter, et donc merci de vous présenter en 2 minutes, rapidement, je préfère que vous présentiez, allez-y. Merci Philippe, donc je suis Sébastien Perrault, je suis enseignant-chercheur en pharmacie-toxicologie à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Je suis le correspondant numérique de l'École nationale vétérinaire d'Alfort auprès d'Agrignum et j'ai eu la chance de participer à cette prospective au long de ces 18 mois avec l'équipe projet que je tiens à remercier pour le travail qu'ils nous ont fait subir, j'allais dire, ou accomplir. Ils ont une méthodologie ferme mais efficace et on a pu travailler dans la convivialité mais l'efficacité. Merci. Bonjour, donc moi je suis Frédéric Vincent. Après de nombreuses années en tant qu'enseignant-chercheur dans les sciences de l'environnement à Mines ParisTech, j'ai rejoint l'Institut Mines Télécom où je suis directrice de l'enseignement et de l'international. Donc j'accompagne, où j'essaye de piloter de manière macro nos 8 écoles dans leur transformation éducative. Et j'ai une deuxième casquette, donc voilà, j'essaierai d'avoir les deux. Je suis aussi présidente du VED, qui est une des universités numériques dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Merci. Cécile. Bonjour, Cécile Tournus-Sammartino. Je suis responsable du département développement RH à l'INRA. Et je profite aussi d'avoir la parole pour me rappeler, il y a 2 ans en arrière, puisque à cette époque-là, justement, dans le champ RH, on se posait beaucoup de questions sur le numérique et sur la façon de penser l'accompagnement, le développement des compétences, on va en parler. Et cette idée saugrenue d'une prospective est montée petit à petit. Et du coup, je profite aussi d'avoir le micro pour vraiment remercier le groupe projet, la DEPE, parce qu'on a un résultat aujourd'hui extrêmement intéressant sur lequel je pense qu'on aura beaucoup de choses à faire par la suite. Voilà, donc je profite de ce moment-là pour vous remercier tout de suite avant de l'oublier. Donc, merci Cécile, qui faisait partie effectivement du comité de suivi. Anne. Alors Anne Vanet, je suis vice-présidente pour tout ce qui est informatique et numérique de l'Université Paris Diderot. Je suis un pur produit de Paris Diderot parce que je suis née à Paris Diderot à 17 ans, j'en ai 53, je ne suis pas sortie. Quelques voyages par-ci par-là, et je suis aussi vice-présidente, alors là c'est la blague, de l'association des vice-présidents numériques, qui est une association professionnelle nationale. Voilà. Et alors moi, en dehors complètement de l'INRA, j'ai été très touchée par ce travail, on a pu lire un résumé, où pour une fois j'ai l'impression qu'on touche à des questions qui me touchent moi, et souvent quand je lis des choses autour du numérique, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le cloud, mais pas trop sur le terrain, et là vraiment merci de nous remettre les pieds sur terre. Bien, donc merci beaucoup. Donc vous voyez qu'on couvre la diversité de l'enseignement supérieur français et donc nous allons fonctionner un peu différemment compte tenu du temps par rapport à la précédente table ronde, c'est-à-dire qu'il va y avoir, et pour qu'il y ait du temps d'échange, il va y avoir 2 questions en une posées à nos intervenants. Et ensuite, on pourra directement communiquer avec la salle parce que je pense que vous aurez des questions et vous pourrez évidemment compléter. Donc, je ne rappelle pas les différents enjeux. Depuis ce matin, vous avez tous eu le 12 pages. D'habitude, c'est un 8 pages au niveau des prospectives. Mais là, avec le numérique, il a fallu un 12 pages. Donc, vous avez ce 12 pages. Et à la page 10, vous avez l'ensemble des enjeux qui ont été identifiés par les experts et le groupe projet pour l'enseignement supérieur et la recherche, sachant qu'il y en a qui couvrent les deux. Et donc, moi, la question que je souhaite poser à chacune et chacun, vous avez compris que vous êtes chacune et
chacun vous allez parler d'un certain lieu et donc que vous allez pouvoir avoir des approches très complémentaires les uns et les autres. Et donc moi, mes questions, vous avez vu ces enjeux, vous les avez analysés. Pour vous, pour votre institution, pour vos étudiants, ce seraient lesquels que vous souhaiteriez prioriser dans les années à venir par rapport à les scénarios qui se dessinent dans de l'étude prospective. Et parmi ces scénarios, y a-t-il un qui est plus désirable que d'autres ou lequel est désirable en prenant dans chacun des scénarios peut-être? Et donc je vais laisser la parole, donc je vais inverser, là je vais commencer par Anne Vanet, puisque d'abord elle part rapidement, mais c'est surtout parce qu'elle est quelque part la plus éloignée de notre monde, mais en même temps, comme vous le voyez depuis ce matin, l'étude montre qu'il n'y a pas vraiment de différence, même s'il y en a quelques-unes de différences entre nos domaines et les domaines que traite l'université. Donc Anne, je vous laisse la parole. Donc vous avez 3-4 minutes chacun. Merci. Alors moi, je suis déjà frustrée de partir avant la fin des débats, parce que j'aime bien parler avec les gens. Alors je vous ai laissé un tas de cartes, au cas où vous ayez des questions à me poser, envoyez-moi un mail, parce que déjà, ça me fait mal au cœur, premièrement. Deuxièmement, alors, sur le retour sur les scénarios, moi, j'avais envie de proposer, pour notre établissement, toujours, un anti-scénario 1. J'ai été extrêmement touchée par les plateformes dans son sens large. Le professeur Cassilly a reparlé de ces plateformes. Moi, il m'a carrément fait encore plus flipper que ce que je ne flippais avant, ce qui était pourtant déjà un niveau de stress très élevé. Et donc, je verrais bien un anti-scénario 1 qui est des plateformes publiques. Et puis, public au sens large, parce que je ne crois pas que le niveau national est assez large. Je pense qu'il nous faut un niveau européen pour être à la hauteur, s'il en est encore temps, de se battre en face de ces GAFAM qui prennent de plus en plus de poids. Donc voilà, je pense tant pour la recherche que pour l'enseignement. J'ai un peu du mal à faire la séparation des deux. On a parlé des données pour la recherche et les plateformes de données, mais pour l'enseignement c'est un peu pareil, parce qu'on a des données, on va avoir des learning analytics, on a des données qu'on crée nous-mêmes en tant qu'enseignants-chercheurs. On met beaucoup de temps pour créer ces données numériques qui pourraient faire de l'échange, et ce beaucoup de temps va être donné à du privé pour une finalité qui n'est pas la mienne. Donc voilà, plateforme publique, un anti-scénario 1. Et puis le deuxième point, mais ça je pense que c'est même pas un choix, c'est l'environnement que vous touchez par deux scénarios différents, qui est la préservation de la planète, mais ça c'est pas un choix, c'est une obligation, et la frugalité du numérique. Alors vous allez me dire, c'est un peu marrant de voir une VP numérique qui pousse pour la frugalité numérique. Je pense que toute frugalité doit être poussée aujourd'hui, et comme je le disais à certains d'entre vous avant cette session, dans ma feuille de mission que j'ai participé à écrire, j'ai écrit une ligne qui est équilibre virtuel et non virtuel. Je pense qu'une de nos responsabilités, des personnes qui sont en charge du numérique, c'est de voir le creux du numérique, c'est-à-dire le manque de communication qui va s'installer par un surplus de communication par les réseaux sociaux, mais comme on l'a vu, qui ne fait pas une communication qui est égale à la communication humaine. Comment on génère des biais qu'on ne saura pas gérer après. Donc cette frugalité numérique, d'après moi, est complètement en lien avec le numérique. Donc ça, c'était sur les scénarios. Je parle de la stratégie aussi. Alors, maintenant, une stratégie pour un établissement. Nous sommes une université parisienne en train de se marier avec une autre université parisienne, comme on est tous en plein mariage en ce moment. C'est incroyable comment on reprend les normes étatiques de liaison. Et bon, nous, on a un sujet d'internationalisation, mais je pense que vous aussi. Et bien sûr, ça passe encore par le numérique. C'est assez marrant. Finalement, on parle depuis des années de pédagogie innovante. Et à chaque fois, quand je dis pédagogie numérique, on me dit « Ah, mais pas du tout, c'est de l'innovation ». Et en même temps, quand on nous donne de l'argent pour faire de la pédagogie innovante, on va dépenser 95% de cet argent dans du numérique.
Donc, ne nous voyons pas à la face, l'internationalisation ou la flexibilité de l'enseignement va passer aussi par du numérique, parce qu'on pense pouvoir toucher des gens à distance en faisant des ressources numériques. Si elles sont en anglais, on va toucher encore plus de personnalités à distance. Ces gens à distance peuvent être des étudiants extrêmement qualifiés de Harvard que je veux récupérer. Ça peut être aussi des gens empêchés parce qu'ils sont handicapés ou incarcérés dans une prison, et cette distance est indispensable. Donc ça, c'est un des points, mais je dirais le point le plus important pour moi, c'est l'incitation des enseignants-chercheurs. En fait, moi, je peux dire beaucoup de choses et je peux vous dire bravo à l'INRA, vous avez fait une prospective formidable. Comment on va mettre ça en place ? Moi, mes collègues, ils ne veulent pas faire tout ça. Ils ne veulent pas. Ça leur prend du temps, ça change notablement leur position de sachant. Ils passent de sachant, c'est-à-dire un peu de Dieu vivant. Là, je vous capte, c'est génial, je suis seul à parler, vous m'écoutez tous. Je veux garder cette position. Je ne veux pas passer à une position d'accompagnant, qui est juste, vas-y, c'est toi qui parles, puis je vais savoir si c'est bon. Je ne peux pas descendre de mon piédestal, ça, il faudrait le calculer. Je ne peux pas les forcer à le faire. Je n'ai aucune légitimité. Donc ils me disent, Anne, c'est chouette, t'es marrante, toi, tu vas bientôt prendre ton train, mais en même temps, moi, ma carrière, elle passe par la recherche et pas par l'enseignement, et donc je ne vais rien faire pour changer ces choses-là. Donc il y a un changement de posture et qui est doublé par un changement de compétences. C'est-à-dire que mes collègues, même s'ils veulent le faire, ils ont très peur de ne pas y arriver. Donc tout ça, comment finalement le ministère, parce que moi je n'ai pas voix au chapitre pour changer les lois, comment le ministère va nous pondre des lois qui vont permettre à l'enseignant-chercheur de pouvoir se tourner vers des nouvelles façons d'enseigner, tout en pouvant continuer à faire sa carrière. Voilà, et j'ai fini. Merci Anne. Donc peut-être qu'on va du coup donner la parole à Frédéric parce qu'elle représente ici l'autre système, notre fameux système dual université grande école, et donc en étant dans l'animation d'un réseau d'écoles qui sont vraiment concernées par le numérique, le point de vue de Frédéric. Alors, je vous rassure, on a les mêmes problèmes. Rapproche oui, pardon. Là, je vous rassure, on a les mêmes problèmes, que ce soit les grandes écoles ou l'université. Accompagner le changement, c'est jamais simple. Donc, on fait la transformation numérique. Le numérique, ça a transformé nos étudiants. Donc, de toute manière, on n'a pas le même public. On forme pour des étudiants, donc il faut forcément qu'on adapte notre système déjà pour les nouveaux usages. Puis on a une deuxième mission. Puis on a une deuxième chose, il faut aussi préparer les étudiants à cette transformation numérique, à de nouvelles compétences, à une agilité, à d'autres modes de travail, à apprendre. Enfin, je pense que tout ça, c'est très très bien décrit dans le rapport. Mais pourquoi il faut le faire ? Moi, c'est en lien avec les scénarios, les enjeux. C'est quand j'ai lu tout ce rapport, votre étude, enfin le résumé de l'étude, j'ai vu le scénario numéro 1, les GAFA. Après, des choses où j'y reviendrai un peu plus tard. Mais il y a les industriels. En fait, il y a tout. Alors peut-être que le secteur de l'agro est moins concerné, mais dans d'autres secteurs industriels, la transformation numérique, elle appelle d'énormes changements, elle appelle de nouvelles compétences. Et qu'est-ce qui est en train de se passer ? On est en train de voir les industriels penser qu'on ne va pas assez vite, qu'on ne s'adapte pas assez vite, qu'on n'est pas capable de former à ces nouvelles compétences et surtout à faire faire. Et donc, ils sont en train de monter des universités d'entreprise, des choses extrêmement élaborées, agiles, qui remettent en question leur propre organisation. On conduit une étude un peu parallèle à l'Institut Mines Télécom sur la formation de compétences pour les compétences et en quoi nous devons nous adapter pour répondre aux enjeux de l'industrie. Et franchement, la plus grande surprise a été de voir qu'ils ne nous attendaient pas. Donc voilà, je pense qu'on a c'est pas un scénario catastrophe, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est lié à la fois à la formation initiale qu'on est en train de mettre en place. Il faut vraiment qu'on change les modes d'enseignement, qu'on transforme nos campus, et on a des atouts pour ça, mais aussi voilà, qu'on travaille avec les industriels. Pour moi, on a des atouts quand même. Et les atouts, ça a été nommé auparavant, c'est quand même qu'on a ce couplage incroyable entre recherche, pluridisciplinarité, puisqu'en général, nos institutions touchent à beaucoup de domaines, couplage recherche, enseignement, souvent valorisation de la recherche, donc un lien, des prototypages, des choses comme ça.
On a l'expérientiel, c'est-à-dire qu'on est capable, si on voulait bien, arrêter de faire du didactique, mais faire de l'expérientiel. Et François Tadei l'a dit un peu, on peut expérimenter des choses. Et ça, c'est un atout par rapport à certaines entreprises qui vont peut-être quand même, si on se pose des questions d'éthique, ça va peut-être orienter la formation. Nous, on a le devoir et on a la capacité de développer le sens critique et de développer la manière de penser, en fait, de continuer à penser, à pouvoir élaborer une pensée, indépendamment de la production de données. Il faut quand même aussi continuer à penser par nous-mêmes pour aller plus loin. Donc voilà, ça c'est le premier. Il y avait une deuxième chose que je voulais aborder, c'était avec ma casquette UVED sur mobiliser l'enseignement supérieur pour le climat. Ce qu'on constate, c'est que c'est très très difficile en fait. Et pourquoi c'est très très difficile ? Parce que je pense que en fait, c'est dans tout, c'est le sujet de personne. Le développement durable, c'est le sujet de tout le monde, mais c'est le sujet de personne. Quelque part, tout le monde a son champ, mais du coup, c'est extrêmement difficile de structurer quelque chose, de dire oui, il faut absolument... Donc, UVED, une université numérique dans l'environnement et le développement durable, c'est une œuvre de bien commun, collective, au service de tous. Et donc, je pense que le numérique, dans ce cas-là, à partir du moment où on bâtit des socles communs d'échange, ça a été dit par François Tadei, c'est extrêmement important pour des sujets comme ça, qui sont les sujets de tout le monde et les sujets de personne, si on n'y fait pas attention. Et alors, je voulais dire quelque chose sur les scénarios. Oui. Parce qu'en lisant vos scénarios, vous m'avez donné une idée absolument fantastique. C'est qu'en fait, les scénarios 2, 3 et 4, on est dans des disciplines agronomiques ici, finalement, c'est des écosystèmes. On travaille en écosystème. Et moi, j'ai travaillé sur l'écologie industrielle, c'est-à-dire qu'on a voulu résoudre des problèmes, on a l'économie circulaire, on a commencé à faire comme la nature, c'est-à-dire mélanger, essayer de boucler les cycles, de boucler le... Eh bien, je pense qu'il faut combiner les scénarios 2, 3, 4 pour créer un écosystème apprenant, qui est donc frugal, à l'image de la nature, qui préserve la planète, qui s'appuie sur le local et qui est coopératif et qui s'améliore de cette coopération. Voilà. Bien, merci beaucoup. On parlera peut-être après de la question de l'éthique professionnelle des ingénieurs, mais ça sera dans un deuxième temps. Je profite du lien que tu as fait, tu as parlé de la formation des professionnels, pour donner la parole à Cécile, qui, elle, va, de sa casquette de responsable formation permanente de l'INRA, va donner son point de vue sur les enjeux. Alors c'est vrai que l'enjeu initial du lancement de cette prospective, c'était tout simplement la question ou la problématique plutôt que nous avions. Certes, à l'INRA, nous avions, je crois que c'est tout ce matin, Philippe Mauguin y a fait référence, développé toute une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, au cours de laquelle nous avions identifié très vite des cibles de compétences en lien effectivement avec ces problématiques de mathématiques, d'informatique, de modélisation de systèmes complexes. Pour autant, le sujet est tellement vaste qu'en termes d'acteurs accompagnateurs en fait, de cette problématique, il était important de mieux cerner ce qu'il y avait aussi derrière ces questions-là en termes de compétences, en termes de métiers et en termes du coup de changement. Alors on en a beaucoup parlé tout le long de la journée et c'est vrai que le point de départ c'était ça. Comment une prospective peut nous aider, nous, côté RH, à anticiper, à avoir une vision la plus juste possible de ces problématiques pour du coup proposer des solutions RH diverses et variées pour répondre justement aussi à ce qui a été dit, à la rapidité avec laquelle justement les compétences, les connaissances, donc les métiers bougent, changent, la complexité aussi des systèmes aujourd'hui auxquels il faut répondre et comment du coup en termes encore une fois, d'acteurs RH qui accompagnent ces problématiques, nous pouvions avoir une vision la plus fine possible. Je pense que justement la prospective nous amène beaucoup de matière. Donc l'autre étape, ça va être maintenant effectivement de travailler un plan d'action. Cependant, au-delà, et si je prends un peu plus de distance, c'est vrai que moi, les scénarios 2 et 3 m'ont pas mal parlé. Je trouve que il y a aussi autour de ces questions RH de compétences, vous avez beaucoup parlé aussi de pluri et de multidisciplinarité
et que du coup, il y a un continuum effectivement qui me paraît important entre formation, recherche, développement. Donc là, on peut faire le lien aussi avec l'industrie. Et que du coup, avoir d'un côté une vision, une politique, tu l'as dit, je crois, Anne, européenne sur ces questions-là paraît, de mon point de vue, essentiel par rapport à toutes ces questions. Et de l'autre côté, la dimension territoriale paraît aussi un espace, justement, je ne sais pas s'il faut dire d'expérimentation, en tout cas d'initiative, dans lesquelles, justement, ce continuum-là peut prendre forme, sens, et où justement, la dimension RH et l'accompagnateur que nous sommes peut avoir de vrais effets peut-être plus directs et plus efficaces. En tout cas, il y a effectivement pour nous des enjeux de compétences, et donc d'accompagnement de ces compétences, et surtout de l'anticipation. Ça a été évoqué à plusieurs reprises, et à l'INRA, c'est des choses qu'on est en train de discuter en ce moment avec d'autres acteurs au sein de l'établissement. C'est toute la question, effectivement, de la valorisation des compétences, de la diffusion des connaissances, et donc tout ce qui a trait aussi à la visibilité qu'on donne aussi à cette connaissance, à la production de celle-ci et aux compétences associées, et à la façon dont, du coup, d'une certaine façon, et Philippe Mauguin en a parlé ce matin aussi, on participe de l'attractivité et quelque part aussi un peu de la fidélisation des talents, parce que ça reste aussi, et c'est une problématique importante. Alors en recherche, mais je pense dans l'enseignement supérieur pareil. Donc ça, c'est vrai que c'est des champs importants en termes d'enjeux, en termes d'objets. Ça a été évoqué aussi un peu ce matin, tout à l'heure aussi par nos intervenants. Plus largement, c'est effectivement le travail qui change. C'est associé certes aux compétences, mais aussi c'est l'environnement dans lequel on évolue. Ce sont toutes les questions d'interaction, de coopération, d'individualisation et en même temps, paradoxalement, de réseaux de plus en plus forts. Donc comment aussi tout ça fait bouger les lignes en termes de structuration RH et donc d'action RH associée. Et puis, ça a été aussi évoqué, je crois que c'était une question, je ne sais plus si c'était en début d'après-midi ou ce matin, mais oui, c'était une jeune dame, je crois, qui posait la question. La RH elle-même doit changer au regard aussi de ces impacts numériques, dans la façon dont on pratique un certain nombre aussi d'actes RH. Le recrutement, donc c'était la question de ce matin, comment aussi, en tant que recruteur, nous changeons un peu nos façons de faire, quel que soit le secteur dans lequel on est. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a un enjeu, alors je ne sais plus si c'était 2 ou 3, vous m'excuserez, mais il était question aussi d'inclusion, je crois, du numérique. Et c'est vrai que je trouve que c'est un mot qui me parle bien, c'est-à-dire que pour moi, en résumé, je m'étais écrit inclure mais ne pas subir, c'est-à-dire bien prendre en compte le numérique, le regarder positivement, mais aussi le regarder objectivement. Donc je trouve que la prospective nous aide à ça. Donc utiliser aussi le numérique, mais ne pas remplacer par, je crois que c'est Christine qui le disait aussi tout à l'heure, Christine Cherbu. Dans cet esprit un peu de continuum, nous aussi, ce qui nous importe, et on l'accompagne depuis souvent, Geneviève en parlait aussi ce matin, c'est toute la dimension pluri-acteurs, pluridiscipline, et continuer à développer aussi ce type d'approche et à l'inverse ne pas fermer de plus en plus parce que ça peut nous y amener aussi de manière assez irrémédiable. Donc voilà, il y avait un peu tout ça en vrac. Merci. Donc je termine avec le local de l'étape puisque c'est le représentant de l'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire. Donc Sébastien, oui, au revoir Anne et merci, on peut t'applaudir. Donc, Sébastien, toi, donc en plus ayant participé à la prospective, est-ce que par rapport à ce que tu as entendu de la part d'Anne et de Frédéric, est-ce qu'il y a des spécificités par rapport à nos objets? Et puis, de manière plus large, comment tu vois les enjeux pour l'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire? Alors bien sûr, je partage le point de vue de mes collègues ici présentes. Ça fait 15 ans que j'enseigne dans l'enseignement supérieur agricole. Au début, j'avais beaucoup d'étudiants en amphi qui avaient crayon et papier. Et puis aujourd'hui, j'ai beaucoup moins d'étudiants en cours et ils ont tous un ordinateur. Et je ne sais pas si ils prennent des notes du cours que je fais ou s'ils sont sur Facebook ou s'ils font autre chose. Donc je pense plutôt que de parler de transition numérique, moi je parlerais de transition de l'enseignement avec le numérique. Nous n'avons plus les mêmes étudiants, nous n'avons plus les mêmes enjeux. Aujourd'hui, le cours magistral tel qu'il se faisait il y a encore 10 ans
ne fait plus recette. On n'a plus d'étudiants en cours, c'est vraiment quelque chose qui tend à disparaître. Il faut qu'on intègre ça dans notre société. On a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de digital native, mais ces étudiants, ils utilisent leur téléphone, ils le sortent plusieurs fois par jour, ils sont sans arrêt sur les écrans, ils sont sans arrêt sur les réseaux sociaux, ils communiquent, et le simple face-à-face avec l'enseignant n'est pas quelque chose c'est quelque chose qui les ennuie, et c'est à nous de nous adapter également à cet apprentissage-là. C'est pourquoi le rôle de l'enseignant-chercheur doit évoluer. On l'a dit tout à l'heure, l'enseignant-chercheur, c'était le sachant. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On peut tous se faire interrompre par un étudiant qui va aller sur Wikipédia et qui va dire « Monsieur, ce que vous avez dit, c'est pas vrai, parce que sur Wikipédia, ils disent que… » Ils n'ont plus besoin de nous pour qu'on leur transmette le savoir. Ils vont avoir besoin de nous pour le structurer, ce savoir, et puis surtout pour qu'on puisse leur apporter des compétences. Ça se voit en enseignement vétérinaire, depuis 3 ans maintenant, on est passé selon une approche compétence. On n'est plus du tout sur une approche de savoir et de savoir-être et de savoir-faire tel que c'était il y a encore une dizaine d'années. C'est pour ça que l'enseignant, il doit évoluer. Il doit apprendre un nouveau métier d'accompagnant. Alors ça va être difficile pour lui, parce que l'enseignant, on lui a toujours dit, l'enseignement, de toute façon, c'est pas ça qui va te rapporter des points, il faut que tu fasses de la recherche. C'est là-dessus que tu vas évoluer au niveau de la carrière. Aujourd'hui, l'enseignant à l'époque, il faisait sa recherche, et puis il ressortait ses PowerPoint d'une année sur l'autre, il faisait son cours, il partait, et puis on n'en parlait plus. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe. Donc, l'enseignant, il doit s'impliquer dedans. Il doit développer de nouveaux outils. Et le numérique fait partie de ces outils qui vont l'aider à améliorer les choses. Le deuxième point important, c'est que de plus en plus d'étudiants ont accès aux études supérieures. Avec la disparition du numerus clausus, on va avoir de plus en plus d'étudiants qui vont arriver dans nos écoles. Et on reste à moyens constants. Pour exemple, dans les écoles vétérinaires, on est passé d'une promo de 140 à une promo de 160 étudiants sans recrutement d'enseignants supplémentaires. Il faut bien qu'on les casse, ces étudiants. On a des problèmes techniques, on n'a pas assez de chaises, les salles sont trop petites, et le numérique va nous permettre de régler une partie de ces problèmes-là. Enfin, le troisième aspect que je voudrais aborder, c'est l'évolution de la société vis-à-vis du bien-être animal. Nous, en école vétérinaire, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a encore quelques années, on faisait des TP sur des lapins, et les étudiants ont fait des pétitions, L214 est arrivé, etc., en disant c'est inhumain, vous ne pouvez pas prendre des lapins pour faire des TP, etc., etc. Aujourd'hui, on a des exercices de simulation à l'aide du numérique qui reproduisent le même objectif pédagogique, mais sans utiliser l'animal. Et c'est grâce à ça, c'est grâce au numérique, entre autres, que l'on va pouvoir faire évoluer cet enseignement en prenant ces 3 piliers-là. L'enseignant-chercheur doit aussi être vigilant puisqu'il va plus avoir un rôle de coach, d'accompagnant, de conseil, de community manager, mais il doit aussi s'entourer de nouveaux métiers comme les ingénieurs pédagogiques. On ne parle pas suffisamment du rôle de ces ingénieurs pédagogiques, puisque si vous connaissez un petit peu les nouveaux outils numériques, exemple Storyline, VTS, c'est un monde étranger, c'est vraiment un métier à part que de maîtriser ces outils. Et l'enseignant ne peut pas le faire par lui-même, il a besoin d'accompagnants tels que les ingénieurs pédagogiques. Donc on ne va plus avoir le prof dans sa chaire isolé, il va avoir toute une équipe avec lui qui va lui permettre de développer sa pédagogie et son enseignement. Pour ce faire, donc, je vous ai parlé des outils de simulation. On va avoir des modules qui vont être de plus en plus immersifs. La gamification, ça marche aussi très bien. Les étudiants fonctionnent beaucoup par ce système-là. Et également, on va avoir des modèles de co-construction d'enseignement qui vont être facilités avec le numérique. Enfin, on parle beaucoup de mariage, puisque les universités se marient, mais les écoles se marient également. Ça ne sert à rien que les enseignants multiplient les supports numériques, chacun dans son établissement. Grâce aux différents supports, on va pouvoir les mutualiser et peut-être rationaliser l'enseignement et couper toutes les frontières physiques grâce à ceci. Moi, j'ai particulièrement apprécié de travailler sur cette prospective. C'était mon premier exercice de prospective. Autant vous dire qu'au début, ça fait bizarre. On ne sait pas dans quel monde on tombe. Et puis, petit à petit, on voit, grâce à la thématique et à la rigueur de Marco, où est-ce qu'on va. Mais on aboutit à des scénarios qui sont extrêmement clivants. Je pense qu'on est peut-être un petit peu allé dans les extrêmes et que la réalité risque d'être un petit mélange de ces quatre scénarios en essayant de prendre le meilleur de chacun et non pas le pire. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, tout de suite, j'enchaîne sur des questions dans la salle. Est-ce que vous voulez intervenir, en particulier les collègues enseignants-chercheurs qui sont là, mais pas que. Vous avez bien compris que le continuum recherche-enseignement supérieur devient une évidence pour tout le monde.
Moi j'aurais une première question peut-être aux deux représentants d'école. Ce matin on parlait de la certification des MOOC. Comment vous voyez cette évolution? Est-ce que vous allez vers la certification des cours en ligne qui ne sont pas forcément, qui sont vos cours, mais aussi peut-être des cours d'autres établissements? Est-ce que ça bouge de votre côté? C'est-à-dire qu'à terme, le fait effectivement qu'il y ait des partages de cours dans des réseaux et au-delà de réseaux. On en a parlé un peu ce matin du fait qu'il y aurait de plus en plus, ou c'est dans la prospective, du fait qu'il y a de plus en plus de certifications, de badges, de choses comme ça. En gros, ça rejoint le fait que la nécessité de se former tout au long de la vie va devenir extrêmement importante et qu'on ne doit pas, nous, établissements d'enseignement supérieur, rester à côté de ça. Donc je pense qu'il faut qu'on développe des ressources et des accompagnements et des liens entre nos institutions et le public déjà formé, enfin tout au long de la vie, pour d'abord mesurer les enjeux et puis continuer à être présent et pas laisser la main à des entreprises, etc. Donc le MOOC, c'est une manière, enfin disons le contenu numérique accessible avec des plateformes de collaboration, des choses comme ça, des dialogues avec des enseignants-chercheurs. On peut imaginer tout dispositif d'accompagnement et quelque chose qui peut être intéressant pour la formation tout au long de la vie. Et je pense que mais là, c'est à vous que je dirais. Je pense que les directeurs de ressources humaines vont avoir besoin de voir un petit peu les compétences qu'ont les différentes personnes. Ces compétences n'étant pas que celles qu'ils ont acquises à l'école, c'est un peu peut-être fini cette époque-là, et donc de voir comment la personne, elle a réussi tout au long de sa vie à se réorienter, faire des choses. Et ces certificats peuvent être une manière de se constituer ce que nous on a appelé une espèce de toile de compétences ou un portfolio de compétences qui fait qu'on peut avoir démarré dans quelque chose et on peut aller ailleurs à un moment donné, on peut avoir évolué, etc. Donc oui, je pense qu'il y a un grand enjeu à la certification et qu'il est bon que nous nous emparions de ce sujet et qu'on a une place à jouer et qu'on ne laisse pas la certification uniquement à des privés qui vont amener des certificats, certes utiles, hein, mais très opérationnels sur un champ. Nous, on peut peut-être aller vers des certifications peut-être un peu plus, soit à la pointe, soit intégrateurs, soit en lien avec nos recherches. Enfin, à nous d'imaginer un peu vers où on peut aller et répondre aux demandes à la pointe de la société aussi. Voilà, Merci. Oui, Cécile, tu pouvais aussi intervenir. Non, mais c'était par rapport à l'interpellation directe. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Côté RH, effectivement, nous aussi, on a à faire bouger des lignes. Hein. Maintenant, je me pose la question, mais là, ça serait une autre prospective. C'est que je trouve que justement ce travail en termes de partenariat, de collaboration, enseignement supérieur, recherche, il est déjà engagé. Et il faut aller plus loin, on est bien d'accord, il y a beaucoup de choses qui doivent se faire. Mais je dirais que c'est devant nous et plutôt de manière positive, c'est mon point de vue. Par contre, encore une fois, je reprends la question de la jeune femme ce matin, où elle se posait la question de la façon dont toutes les discussions qu'on peut avoir aujourd'hui irriguent demain le monde du travail, et en particulier vis-à-vis des entreprises. C'est-à-dire comment aussi on peut faire ce lien-là. Je crois que c'était aussi un peu ta question, peut-être sous un autre angle, mais en termes RH, c'est pareil. Comment cette vision un peu globale, partagée sur la façon demain de former, certes, mais aussi d'identifier les compétences, de les reconnaître, et donc du coup de les organiser et donc de les valoriser peut être utile à ceux qui cherchent du travail et évidemment à ceux qui identifient côté RH. Enfin, il y a certainement aussi un travail à faire de ce côté-là. Mais c'est ce que je dis, c'est une autre prospective. Sébastien, tu veux dire quelque chose ? Oui, juste pour donner l'exemple d'école vétérinaire que je connais bien. Depuis quelques années, on accorde aux étudiants des ECTS libres. Donc, ils ont un enseignant-tuteur qui leur accorde des ECTS en fonction de des stages, des formations complémentaires. Et bien évidemment, les MOOC font partie de ces ECTS libres. Donc là, Agrium a proposé il y a quelques temps un MOOC sur les abeilles. On a fait la pub de ce MOOC auprès de nos étudiants vétérinaires. Et les étudiants qui l'ont suivi jusqu'au bout, je le précise, ont pu valider des ECTS dans le cadre de ces ETS libres. Donc c'est un moyen de faire des compléments au diplôme et de personnaliser les parcours pour nos étudiants. Merci. Est-ce que j'ai l'impression... Si, une question. Levez la main parce que je ne pourrais pas en prendre trop. Hein. Ok, merci. Agnès Leblond de VET-AgroSup. J'avais une question par rapport à parfois ce qui peut apparaître presque comme une opposition entre le présentiel et le distanciel.
Moi, je fais partie de ceux qui pensent, au moins pour notre formation initiale, qu'il va falloir trouver un équilibre entre les deux, que c'est pas toujours simple. Mais au-delà de ça, j'entends pas mal de personnes dire que finalement, le distanciel, ça va permettre d'apporter des connaissances et qu'en présentiel, on va pouvoir apporter des compétences. Et je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais j'ai parfois du mal à répondre à ces personnes-là. Alors, j'aimerais bien entendre vos arguments là-dessus. Alors, Frédéric, et puis après... Je pense qu'on va vers une hybridation. Sinon, si on est entièrement en distanciel, c'est assez disruptif pour nos établissements, je pense quand même. Moi, ce que je pense, c'est que les deux apportent compétences et connaissances, les deux. Mais que le présentiel a quelque chose où j'y crois beaucoup, où il faut aller vers la formation expérientielle. Et je pense que dans le présentiel, on peut mettre en œuvre des choses expérientielles, et dans le distanciel, on peut on peut par contre utiliser la collaboration, la discussion, la préparation. Voilà, je crois que c'est une savante articulation entre les deux, mais je ne vois pas, aller vers le totalement distanciel, et il serait dommage de continuer à faire 30 heures par semaine d'amphi à nos étudiants. Je pense que là, on passerait à côté de quelque chose aussi. Merci. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui, Cécile. Juste, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, et c'est vrai que je pense qu'il ne faut jamais oublier. Je trouve qu'une réponse simple en disant il faut les deux, il faut l'un plus que l'autre, etc. Je trouve qu'il faut, je pense que c'est toujours le cas, mais c'est bien de le redire, c'est se poser la question des objectifs qu'on poursuit, de ce vers quoi on veut tendre, et comment effectivement on va répondre à ces objectifs-là au regard, en l'occurrence là, dans ce cas-là, d'étudiants, mais c'est aussi le cas dans la formation continue. Et donc du coup, c'est toujours d'avoir cette pluralité des solutions auxquelles on a accès, et donc de voir quels seraient le maillage le plus pertinent au regard des objectifs qu'on se donne. Et je fais juste un parallèle, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose aussi d'intéressant dans ce que j'ai dans les 12 pages. C'est pas sur distanciel présentiel, là je prends juste un peu de distance aussi par rapport à la recherche. C'était l'expérimentation in silico ou l'expérimentation au labo, et qu'effectivement il y avait aussi les nouveaux métiers qui associaient cette façon d'expérimenter aussi en recherche multiple, qui associe, alors là c'est pas présentiel et distanciel, encore que ça pourrait y ressembler aussi, et que là c'est pareil, c'est peut-être pas forcément de dire il faut ça ou ça, c'est peut-être effectivement d'avoir la capacité en tout cas de faire ce choix-là, et d'associer l'ensemble de ces possibilités pour répondre aux enjeux et aux nouveaux fronts de sciences. Là, je regarde aussi le chercheur qui est Michael, mais je trouve qu'il y a un peu les mêmes, un parallélisme en tout cas qui peut être fait aussi. Merci. Sébastien, tu veux dire quelque chose? Oui, à chaque fois ils veulent dire quelque chose, il me bouffe mon temps là. Juste pour une précision, distanciel, faut bien distinguer le distanciel synchrone et le distanciel asynchrone. En distanciel synchrone, on est en direct avec les étudiants et il y a moyen d'interagir avec eux. On a plein d'outils pour que les étudiants posent des questions, avancent, interagissent. Donc en gros, c'est pas différent d'un véritable amphi. C'est vrai que le distanciel asynchrone, où là l'étudiant se débrouille tout seul, c'est là où l'enseignant doit faire preuve de pédagogie, de coaching pour ne pas que l'étudiant se perde dans cette thématique-là. Mais les deux apportent compétences et connaissances. À mon sens, il faut vraiment valoriser la présence de l'enseignant pour qu'elle soit utile à l'étudiant. On a tous connu des cours catalogues où, en lisant le poly, ça nous suffisait largement. Et c'est dans ce sens-là que j'utilise le distanciel asynchrone principalement. Bon, encore une question. Oui, Michael. Une question à l'interface entre recherche et enseignement, c'est quels enjeux de ces scénarios pour la formation doctorale dans nos domaines? Alors, qui veut répondre? Cécile, peut-être, tu veux démarrer? J'ai des collègues de la DARES qui pourraient aussi participer. Isabelle qui est en face. Après, y a-t-il des enjeux spécifiques à la formation doctorale par rapport à la formation des étudiants de manière large, ou comme jusqu'à aller à ce que disait François Tadei, le premier publiant à 8 ans, et que donc tout est question d'éducation numérique aussi.
Donc pour moi, voilà, déjà le doctorant était un étudiant certes particulier parce que c'est voilà, mais il est inscrit lui-même dans un continuum. Après, c'est vrai que je pense que ça, le doctorant est d'une certaine façon lui-même à l'interface entre justement le monde de l'enseignement supérieur et la recherche. Et en même temps producteur justement de connaissances aussi, apprenant lui-même. Enfin voilà, il a une multicarte qu'il faut pouvoir effectivement regarder de près et peut-être accompagner de manière spécifique. Enfin, c'est pas peut-être, on le fait déjà d'ailleurs. Hein, il y a des accompagnements spécifiques, que ça soit porté par les écoles, par les universités, mais aussi par les instituts de recherche. L'INRA le fait. Mais c'est vrai que, voilà, d'un côté, je dis deux choses et un peu son contraire. C'est-à-dire, je dis qu'il est comme les autres et en même temps qu'il a un rôle d'interface, évidemment, entre l'ensemble de ces mondes. Oui. C'est une question compliquée. Le doctorant est peut-être déjà un chercheur, quelque part. Donc, la question... Mais c'est peut-être le moment où, au lieu de lui faire de la formation, on peut lui apprendre à former. Enfin, où il peut commencer à transmettre dès le début et à se confronter, c'est-à-dire à devenir un chercheur qui apprend ce que c'est que la recherche. Il est la meilleure charnière pour montrer à d'autres et pour commencer à comprendre ce qui est enseigné, parce que lui-même est en train de voir les mécanismes et les démarches pour aller vers des résultats et des choses comme ça. Donc je pense que c'est un moment très intéressant pour à la fois, voilà, cette interface, le mot me paraît très intéressant. Oui, peut-être aussi, enfin moi je viens contribuer aussi à cette réponse parce que ce que l'on voit aussi, c'est que dans les formations doctorales, il y a une démultiplication d'offres de formation à partir du moment où on a le numérique, et en particulier en créant des communautés, y compris internationales. Donc ça veut dire que la formation doctorale peut être aussi un moyen de créer des réseaux internationaux de doctorants qui travaillent sur le même sujet et avec des chercheurs. L'autre élément aussi très important, pour compléter, c'est la capacité des doctorants à devenir des chercheurs qui vont savoir transmettre effectivement leur savoir. On voit bien aujourd'hui que la communication, la valorisation des connaissances se forme multimédia, et donc on a un projet justement au sein d'Agrignum avec l'INRA qui est de former à la réalisation vidéo des jeunes docteurs. Il y a des gens dans la salle qui y participent, et ça veut dire que demain, tous les chercheurs devront être capables de mettre en scène leurs résultats de recherche et du coup qui serviront aussi la vulgarisation scientifique et la formation. Merci, je crois qu'il faut que je clôt là. Donc moi, juste en résumé, ce que j'ai entendu dans cette table ronde, c'est qu'effectivement, en termes d'enjeux et en termes d'éléments de stratégie à prendre en compte pour les établissements d'enseignement supérieur, c'est évidemment prendre en compte l'évolution des publics étudiants, à la fois dans le fait qu'ils ont des capacités numériques que les enseignants d'une autre génération n'avaient pas, mais surtout la diversité des publics, avec en particulier l'arrivée de la formation tout au long de la vie. On en parle depuis 20 ans, mais aujourd'hui c'est effectif, et comme le disait Frédéric, il faut savoir se positionner assez rapidement parce que les entreprises ne nous attendront pas. L'autre élément essentiel, et là c'est des enjeux qu'a rappelé Anne, Frédéric et enfin tout le monde, c'est la question de l'accompagnement à la transition de l'enseignement avec le numérique de tous les enseignants, parce que c'est une démarche de changement global, et donc il y a un enjeu important. Bon, je crois que nos ministères en sont conscients, mais il y a un vrai travail, puisque ce n'est pas que de la technique, c'est avant tout des éléments de culture. L'autre élément important, c'est le fait qu'aujourd'hui, avec le numérique, on va pouvoir travailler du local au global, et ça, il faut apprendre à le faire. Il faut apprendre à le faire. Nous, dans nos champs, on va travailler sur les territoires et on va travailler dans des réseaux internationaux. Et donc, c'est essentiel que nous soyons prêts à pouvoir confronter ces différentes échelles.
Et puis évidemment, la question de la certification. Je pense que l'enseignement supérieur aujourd'hui a une forme de monopole de la certification, en tout cas des diplômes nationaux. Demain, on ne sera pas forcément avec des diplômes nationaux, et ce seront des compétences, des attestations de compétences. Ça veut dire que la légitimité de l'enseignement supérieur à pouvoir poursuivre sa capacité à certifier les compétences et à délivrer des diplômes qui ont une valeur dans l'entreprise, dans la société, eh bien, le numérique va interroger cela, et donc je pense que c'est important de le prendre en compte.